Donc bonjour, je viens de m'acheter une nouvelle carabine. Ça s'agit d'une AR-15 fabriquée par Smith & Wesson. Donc c'est le modèle Sport 2 en 5.56 netto qui est aussi compatible avec le 223 Remington. Donc on va procéder au déballage du paquet qui vient d'arriver par la poste. Avec l'aide de mon super Gerber qui est tellement fiable et robuste que j'en ai un deuxième en cas que je brise le premier. Donc là, on reçoit avec le paquet l'avis de cessation. J'ai déjà reçu une copie par la poste au préalable avant d'aller le chercher. Tournez la boîte pour que vous ayez une meilleure vue. Donc à l'intérieur de la boîte, il y a un beau foam bien padé des deux côtés. Puis on peut voir l'arme. Une version semblable à la M4 ou la C8 au Canada. Avec la crosse extensible, 6 positions à l'arrière. Il y a le Forward Assist, puis le Dust Cover. En français, ce serait le couvre-poussière. Donc, c'est ce qu'il n'y avait pas sur le modèle Sport original. Celui-ci, c'est le Sport 2, donc ils ont rajouté ces éléments-là. Puis, il y a une mire arrière M-Boss qui est inclus. Donc, vous pouvez avoir une arme prête à tirer. Contrairement à d'autres modèles qu'il faut acheter les mains rapports. Bon, je vais probablement rajouter un optique éventuellement, mais au moins en attendant, ben, je suis capable d'aller faire les tests d'essai de la nouvelle carabine. Vous pouvez voir qu'il y a un indicateur de chambre présent. Je viens de voir une petite imperfection ici. C'est rien de majeur, là, mais c'est une petite imperfection de manufacture. Mais pour ce qui est du reste, là, le fini a de l'air quand même assez bien. C'est l'indicateur de chambre qui vient avec. Une bonne idée, en fait, je vais le conserver, ça va être pratique au chantier. Je vais vérifier pour être sûr que la chambre est bien vide, mais avec l'indicateur, c'est un doute de moins.
Donc, je vais mettre ça de côté, puis on va regarder s'il y a d'autres choses dans le paquet. Désolé pour le petit temps mort. Donc, sous ça ici, comme l'a fait, il y a un des super cadenas qui viennent à peu près avec toutes les armes qu'on peut acheter de nos jours. Mais ce qui est bien, ça fait juste un méchant porte-clés à traîner. Personnellement, j'ai acheté un trigger lock à combinaison numérique. Ça l'aide à minimiser l'impact logistique. Donc, il y a les instructions qui viennent avec les meilleurs Magpul pour l'ajustement. C'est bien. Manuel du propriétaire. Bon, avec le formulaire pour enregistrer l'arme. Donc, le document pour nous encourager à joindre la NRA. Nous, vu qu'on est au Canada, on peut joindre la Canadian Coalition for Firearms Rights, la coalition canadienne pour la défense des propriétaires d'armes à feu. Je vous encourage grandement à les supporter. Il y a aussi la NFA, National Firearm Association. Mais entre vous et moi, ça serait la CSSA, la Canadian Canadian Shooting Sports Association ou la Canadian Coalition for Firearms Rights que je supporterais. La NFA, ils ont des petits problèmes de tirants. En tout cas, si vous voulez vous informer là-dessus, vous avez juste à visiter quelques forums, vous allez être bien au courant. Donc, AR Tool Guide, Battlefield Technology. Bon, ben ça, c'est une publicité pour des outils pour pouvoir travailler sur les AR-15. Donc, quelqu'un qui viennent de Wheeler Engineering, qui est une très bonne compagnie. Ils font des systèmes d'outils pour monter les lunettes de visée. Ce qui sont très bien. Puis, ce que j'espérais qui était inclus dans le paquet, parce que c'était mentionné sur le site web, il y a le chargeur. J'essaie de voir s'il y a une autre compagnie autre que Smith & Wesson. C'est pas indiqué. Donc, puisqu'on est au Canada, les chargeurs d'armes à percussion centrale sont limités à 5 balles, 5 cartouches. Donc, on va le déballer. On va regarder ça d'un peu plus proche. Bon. Il était tempé Smith & Wesson M&P à la base. Il y a quelques graphings superficiels. J'essaie de voir s'il y a d'autres marques. Excusez-moi si ma main tremble, là, ça me pogne des fois. Donc, c'est bien spécifié pour 5 cartouches. Puis le calibre était tempé sur la Mag Follower. Pardonnez mes anglicismes, j'ai pas fait mes recherches de traduction avant de faire la vidéo. Donc, pour l'instant, je vais mettre pause, je vais tasser le boîtier, puis on va regarder la carabine ensemble plus profondément. Donc, comme j'avais mentionné, c'est une arme qui est pas mal semblable au M4 ou à la C8. C'est sûr que, étant donné que c'est une version civile, vous avez juste le sélecteur Fire qui est semi-automatique et le mode Safe. Vous n'avez pas la troisième sélection pour le mode full automatique, ce qui est prohibé au Canada.
Donc, il n'y a pas rien de différent ici que n'importe quelle autre carabine de chasse semi-automatique, à part que le gouvernement a décidé de la qualifier comme étant restreinte. Mais d'après les normes du gouvernement, s'il y aurait un canon de 18 pouces, en suivant les guides prescrits dans la loi, elle devrait être en fait non restreinte. Mais le gouvernement a fait un décret pour la rendre elle, ce modèle-là, puis ses variantes spécifiquement restreintes. Pour moi, c'est parce qu'elle est noire, puis elle fait peur aux gens, puis que les gens sont ignorants. Puis je dis pas ça méchamment, là, c'est dans le vrai sens du terme. Donc, anyway, on n'est pas ici pour faire un speech politique, là. Description rapide, vous avez le cache-flamme standard, là, ce qu'ils appelle en anglais le bird cage, qui n'a pas de fente dessous, mais sur le dessus. Ils appellent ça généralement un flash suppressor. C'est pour aider à réduire l'impact de la perte de vision nocturne par les flammes là, la nuit. Pour nous, au jour le jour, au champ de tir, là, ça ne changera pas grand-chose. Il n'y a pas d'effet muzzle brake là, sur celui-là, mais par contre, c'est disponible dans l'aftermarket s'il y en a qui sentent le besoin de réduire le recul du 5.56, ce qui n'est pas mon cas. Vous avez la mire avant, traditionnelle, style militaire, avec ce qu'ils appelle le bayonet lug en anglais, un autre anglicisme. Donc, j'ai pas de baïonnette pour cette carabine-là, puis j'ai pas l'intention de m'en procurer une non plus. Porte-bandoulière à l'avant, ce qui est bien, c'est pas nécessairement de l'équipement standard sur tous les modèles sur le marché. Le fût avant, bon, c'est le fût traditionnel qu'on peut avoir, là, comme justement au niveau de la C8, de la C7. C'est pas rien de fancy, mais selon mon expérience personnelle, ça fait bien le boulot. Pour l'enlever, là, je ne sais pas sur ce modèle-là s'il va être difficile. Je ne l'ai pas essayé vraiment. Là. Je viens juste de le déballer en avant de vous. Donc, je ne sais pas s'il va me donner du trouble. Je sais qu'il y en a certains que les tolérances sont vraiment serrées, donc ils peuvent être difficiles à... Ouais, c'est ça. Ils peuvent être difficiles à enlever. Donc, quand vous les enlevez, il s'agit juste de tirer ici vers le bas, assez bas pour que ça libère le bas de la pièce ici. Bon, première remarque, les C7, C8 avec lesquels j'ai travaillé dans le passé, il y avait des inserts en aluminium ici pour probablement aider à dissiper la chaleur. Mais entre vous et moi, ça c'était probablement plus dû au mode full automatique qui était disponible au niveau de l'armée. En mode semi-automatique, là, j'ai des gros doutes que ça fasse fondre les handguards, là. Surtout avec des chargeurs de 5 balles, donc je vois pas ça comme étant un problème majeur. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop le fonctionnement d'une arme semi-automatique, il y a deux types de fonctionnement. Celui-ci, c'est un fonctionnement à retour de gaz. Donc, quand la balle passe dans le canon, elle est poussée par une vague de gaz provenant de la combustion de la cartouche. Puis quand tu arrives au niveau de la mire avant, il y a un petit trou fait dans le canon. Les poudres s'engagent ensuite là, puis reviennent dans le conduit pour venir pousser contre la culasse. Tantôt, je vais sortir la culasse, puis je pourrais vous montrer... comment que ça fonctionne. Puis les gaz viennent pousser sur la culasse, qui la font reculer vers l'arrière, ce qui éjecte la douille qui est vide. Puis quand le ressort dans la crosse gagne plus de force que la force des gaz qui la poussent vers l'arrière, à ce moment-là, ça retourne la culasse vers l'avant, qui prend une nouvelle cartouche du chargeur et la chambre. Donc, à ce moment-là, tu es prêt à retirer de nouveau sur la gâchette. Puisque semi-automatique veut dire qu'à chaque fois que vous tirez la gâchette, que vous
vous envoyez mettons, un coup. Là. Contrairement à un mode full automatique, que vous tenez la gâchette vers l'arrière jusqu'à temps que le chargeur soit vide. Encore une fois, ça, c'est pas disponible sur le marché civil au Canada. Donc là, on peut procéder à séparer l'arme en 2 morceaux. Ce que vous feriez normalement pour un nettoyage de l'arme. L'arme consiste en 2 sections, en fait. Vous avez le upper receiver, qui est la section du haut de l'arme. Ici. En fait, ça arrête là. Le lower receiver, c'est la partie qui contient le chargeur, l'ensemble de la gâchette, la poignée pistolet, puis l'arrière de la crosse, avec le buffer tube puis le ressort. On va aller voir ce que c'est. Au-dessus de l'arme, vous avez la poignée d'armement qui barre avec un petit crochet ici. Donc, pour armer l'arme, vous allez tirer ça vers l'arrière. Là, il est déjà armé. Là. Okay, donc, normalement, le couvre-poussière est fermé. Donc, quand vous armez l'arme, quand la culasse se rétracte, elle fait ouvrir le couvre-poussière. Puis là, vous la laissez aller, comme ça ici. En passant, ça ramasse une cartouche, puis ça la change. Si vous voulez la laisser en position ouverte, vous amenez la poignée de chargement vers l'arrière, puis vous pèsez ici sur le bolt release pour la tenir en place. À ce moment-ci, la poignée d'armement se promène librement. Vous pouvez la recliquer vers l'avant. Ça peut vous permettre de faire une inspection de chambre, par exemple, pour voir si vous avez un enrayage ou quoi que ce soit. Pour voir s'il y a des problèmes avec l'arme ou juste, justement, faire une inspection de chambre. Quand vous êtes prêt à reprendre le tir, le même bouton pressoir de butée de la culasse que vous avez pesé dans le bas, mais vous allez appuyer dans le haut. Ça va ramener la culasse vers l'avant. Comme ceci. Puis là, vous pouvez presser sur la gâchette. Puis le coup part. Dans ce cas-ci, en fait, je suis pas mal satisfait par la gâchette d'origine qui vient avec. Il y a beaucoup d'armes qui sont pas, mettons, des carabines de tir de haute précision qui viennent avec des gâchettes fonctionnelles, mais pas idéales. Celle-ci, comparée à d'autres sur le marché, elle se trouve quand même pas si pire. Il y a juste un petit peu de creep avant que le coup parte. Le creep, c'est la distance que la gâchette va se déplacer avant que le sear, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les termes techniques parce que je sais que je vais me mélanger, puis là, il y en a qui vont me critiquer. Mais autrement dit, ça se déplace avant que le coup parte. Puis celle-ci, là, c'est juste pour dire qu'il y a un petit peu de déplacement, c'est vraiment minime. Là. Puis le déclenchement est vraiment ce qu'on appelle crisp. C'est peut-être pas comme un glass rod là, qui brise, là. Mais c'est une meilleure gâchette que beaucoup des carabines que j'ai présentement dans mon coffre. Donc, je ne penserais pas aller vers des gâchettes aftermarket, mais s'il y en a qui en veulent, ça existe. Là, c'est très disponible. Surtout si vous voulez vous lancer dans le tir de haute précision. Là. Mais pour ce que moi je veux en faire, ça ne sera pas nécessaire. Puis il y a le reset. Le reset est assez court aussi. Le reset, c'est quand vous avez tiré, puis vous relâchez la gâchette pour tirer de nouveau. En avançant la gâchette vers l'avant, là, elle reprend sa position pour être tirée de nouveau. Donc, plus que le reset est long, plus qu'il faut relâcher la gâchette loin avant de pouvoir tirer de nouveau. Donc, ceci est assez court, ce qui devrait permettre de faire des tirs successifs assez rapidement avec un peu d'entraînement. La poignée, c'est style standard militaire avec
le finger groove, là, ici. Il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement, ça arrive vraiment bien avec ma grandeur de main. J'ai une main large, mais avec des doigts assez courts. Puis ça ne me nuit pas du tout. Là, vous avez le bouton pressoir pour le relâchement du chargeur. Qui est ici. Comme vous pouvez voir, il sort librement. Là, je l'avais de côté, mais si je tiendrais l'arme debout, il tomberait librement. Ensuite, c'est ça. Vous avez le pouce-culasse. Certaines carabines viennent sans le pouce-culasse, sans le couvre-poussière, comme je l'ai mentionné. Pouce-culasse, ça vient en jeu très rarement, mais lorsque votre arme est très sale, ça peut arriver que la culasse ne se rende pas complètement vers l'avant. Donc à ce moment-là, vous pouvez pousser sur le pouce-culasse pour mettre la batterie en jeu correctement. Si vous voyez ici, il y a des petites coches. Fait que simplement, ce que c'est que le pouce-culasse, c'est une barre qui vient pousser dans les coches de la culasse. Puis ça la fait avancer vers l'avant. Il y en a qui disent que c'est pas nécessaire, que si jamais vous avez justement une culasse qui n'est pas complètement vers l'avant, vous pouvez simplement venir pousser avec votre doigt contre la culasse. Puis ça fait la même chose. Ensuite, c'est ça. Vous avez votre fût à position ajustable. Comme vous pouvez voir, il y a les trous. Il y a 6 positions différentes, si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. En tout cas, je l'ai pas eu sur le piton, là, mais c'est ça que c'est. Bon, fait qu'on va pouvoir ouvrir l'arme pour séparer le upper receiver du lower receiver. Vous allez appuyer contre la goupille ici. Vous la tournez de bord, la tête est ressortie. Ici. Donc, vous pouvez la prendre avec le bout de vos doigts puis la tirer. Ça va faire pivoter l'arme. Parce qu'il y a une deuxième goupille à l'avant qui vous permet de séparer complètement les deux morceaux. Si vous voulez faire ça, vous pouvez aussi. En fait, je pense que je vais le faire. Celle-là à l'avant est un petit peu plus raide. Donc là, vous venez de séparer le upper receiver du lower receiver. Vous pouvez voir le groupe de détente. Donc, si vous tirez l'arme, le marteau vient vers l'avant. Donc, il n'y a rien de sorcier là. Avec l'écran de sécurité mis dessus, il ne bouge pas. Ici, c'est le bolt release qu'il appelle. Ce qui vous permet de tenir la culasse en place puis de la relâcher en pesant vers le haut ensuite. Dans la crosse, vous avez votre buffer tube. Il est retenu par une petite tête qui ressort ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Pour le sortir, il faut simplement compresser la petite tête pour libérer le buffer tube. Il faut s'assurer, bien sûr, que le marteau soit en position armée. Là, vous pouvez sortir le ressort et le buffer tube. Il y a différentes grosseurs et pesanteurs de buffer tube selon la longueur du canon parce que ça va influencer la quantité de gaz qui revient vers l'arrière. Donc au niveau du upper receiver, vous avez la culasse à l'intérieur ici. La poignée d'armement. Donc si je la tire vers l'arrière, l'ensemble devrait sortir. Vous voyez, vous sortez. Ben, tirez la poignée d'armement jusqu'à l'arrière. La culasse va simplement sortir de l'arrière. Puis, en baissant vers le bas, puis en retirant, vous pouvez enlever votre poignée d'armement.
peux essayer de vous faire voir à l'intérieur. Si vous voulez voir la chambre. Vous voyez, dans le fond, il y a le tube de gaz ici qui vient ressortir. Le tube de gaz qu'il y a là envoie les gaz dans cette section-ci. Puis c'est ça qui vient pousser contre la culasse pour la faire déplacer vers l'arrière. Puis quand les gaz évacuent, le ressort ramène la culasse vers l'avant. Là, il y a un moyen de désassembler la culasse davantage en ressortant la goupille qui est ici. Ça vous permet de sortir la face de la culasse. Puis en même temps, à l'intérieur, vous voyez ce qu'on appelle le firing pin. C'est ça qui vient percuter l'amorce de votre cartouche. Donc c'est important de nettoyer ça. Puis aussi, vous pouvez désassembler l'extracteur qui est ici. Un coup que le bolt face va être sorti du corps de la culasse. Bon, il y en a qui aiment ça voir que les boulons de la tête de la culasse sont ce qu'on appelle stakés en anglais. Là. Dans le fond, c'est juste que tu vois qu'ils ont fait des encoches ici pour empêcher les boulons de se lousser sous les forces de l'usage de la carabine. Donc, en gros, c'est à peu près ça qui est ça. Puis, je dois vous avouer que ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec la plateforme de AR-15, mais que je suis quand même pas mal impressionné avec ce que j'ai reçu. Smith & Wesson M&P Sport 2. J'essaie de voir justement le calibre où est-ce qu'il est inscrit sur l'arme. Vous pouvez voir, c'est marqué 5.56 NATO, 1 par 9. Ça, c'est ce qu'on appelle le barrel twist, ce qui donne la stabilisation du boulet. Pour les boulets de 55 grains, c'est pas mal standard. Si vous voulez aller vers un boulet plus pesant, ben, il y a des canons disponibles avec des twist rates différents, comme le 1 par 7 par exemple, qui stabilise mieux les boulets plus pesants. Donc, j'espère que vous avez aimé ma présentation, que j'ai pas trop fait de gaffe. Puis, c'est ça, ça fait un bout que j'ai pas joué avec ça, puis je suis content d'avoir pu partager ce moment-là avec vous. Merci.